À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses constructions, objets et secrets du Troisième Reich restèrent cachés, enterrés ou tout simplement oubliés. Avec le temps, des structures souterraines, des laboratoires secrets, des armes expérimentales et même des trains chargés d'or et de trésors volés furent découverts. Au fil des années, des objets personnels ont été mis au jour, comme le pistolet Walter PPK d'Adolf Hitler, retrouvé dans son bunker, la bague d'Hermann Göring, ornée de symboles nazis, et le luxueux train personnel de Hitler aménagé comme un quartier général mobile. Mais il ne s'agissait pas seulement de reliques. Des structures ont également été dissimulées, telles que le gigantesque complexe souterrain du Project Riese en Pologne, conçu comme quartier général secret, le Berghof, la résidence alpine de Hitler en Bavière, et le bunker du Führer à Berlin, où il passa ses derniers jours. Voici les secrets les plus glaçants de l'Allemagne nazie découverts ces dernières années. Des découvertes qui révèlent jusqu'où s'est étendue l'obscurité du Troisième Reich. Le repère du loup, le centre de commandement stratégique du Reich. Dans les forêts denses de Gierlos, en Pologne, se trouvent les vestiges effondrés de l'un des complexes les plus secrets et fortifiés de l'Allemagne nazie. Le repère du loup, premier quartier général militaire d'Adolf Hitler sur le front de l'Est. Un complexe gigantesque et complexe de bunkers camouflés, depuis lequel il dirigea les événements qui scelleraient le destin du Troisième Reich. Construit comme quartier général principal d'Adolf Hitler pour organiser l'attaque contre l'Union soviétique, ce bastion était plus qu'un simple centre de commandement. C'était une forteresse de la terreur, composée de 80 bâtiments aux usages divers. Elle était entourée de 50 bunkers, de pièges explosifs, de nids de snipers, de fils barbelés et d'un labyrinthe de tunnels souterrains conçus pour satisfaire les désirs d'un dirigeant paranoïaque et mégalomane qui se méfiait de chaque ombre et craignait d'être assassiné à chaque instant. Même aujourd'hui, des décennies après la guerre, les visiteurs qui se rendent au repère du loup restent troublés par ces vestiges inquiétants. D'énormes dalles de béton gisent éparpillées sur le site, détruites par les troupes allemandes désespérées de garder leurs secrets cachés. Pourtant, l'un des aspects les plus importants de la découverte du repère du loup fut son réseau complexe de corridors dissimulés et ses extraordinaires routes d'évasion, qui, curieusement, étaient conçues pour permettre la destruction du complexe en cas d'infiltration ou de capture par l'ennemi. Ce fait révéla le désespoir des nazis à assurer une sortie ou, du moins, mourir en tentant de fuir. À proximité du complexe principal, théâtre des opérations de Hitler, des pièges explosifs furent placés dans des sections cruciales, afin que de vastes portions du terrain puissent être détruites instantanément en cas d'avancée ennemie. Les ingénieurs recouvrirent les bunkers de filets de camouflage afin d'éviter leur détection par les avions alliés et des canons antiaériens furent installés à proximité pour contrer d'éventuels bombardements. Néanmoins, l'événement le plus célèbre lié à ce sinistre complexe se produisit le 20 juillet 1944, lorsque le colonel Klaus von Stauffenberg tenta de tuer Hitler avec une bombe dissimulée dans une mallette dans le cadre d'un complot interne passé à l'histoire sous le nom de Opération Walkyrie. Bien que la situation exacte de l'attentat reste incertaine aujourd'hui, il est certain que l'explosion ravagea le complexe, mais Hitler survécut, même si l'échec de l'attentat lui laissa plusieurs blessures. Après l'échec du plan Walkyrie, les mesures de sécurité furent renforcées avec davantage de barrières et de pièges ajoutés, mais malgré ces défenses formidables, les forces soviétiques finirent par atteindre le site début 1945, ce qui poussa les troupes allemandes en retraite à faire exploser des centaines d'explosifs, réduisant le repère en ruine. Aujourd'hui, il ne reste que d'immenses fragments de béton et quelques abris effondrés, qui rappellent aux visiteurs la terreur et le secret d'un régime qui, autrefois, conspirait entre ses murs pour tenter de conquérir le monde. 19. Projet der Riese, le gigantesque complexe souterrain d'armement qui ne vit jamais le jour. Au cœur des monts des Hiboux, en Pologne, repose l'un des vestiges les plus énigmatiques de l'Allemagne nazie. Il s'agit d'un vaste complexe de tunnels qui aurait été construit entre 1943 et 1945 dans la région de Basse-Silésie, en Pologne, connu sous le nom de Projet der Riese, ou le Géant.
Ce réseau souterrain comportait des couloirs qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres pour relier des chambres souterraines et faisait partie d'un projet massif orchestré par les SS qui utilisèrent des travailleurs forcés pour le mener à bien. Certains historiens pensent que l'objectif était de créer un centre de commandement sécurisé pour les hauts responsables, voire une réplique du Führerbunker pour abriter Hitler dans sa domination du front de l'Est, tandis que d'autres soutiennent qu'il aurait pu servir au développement d'armes avancées ou au stockage de ressources. Bien que sa destination finale ne soit jamais confirmée, car le projet fut abandonné après la chute de Berlin face à l'Union soviétique, les historiens s'accordent à dire que l'ampleur du projet était impressionnante. Des milliers de prisonniers, transférés depuis divers camps de concentration, travaillèrent de manière forcée dans des conditions brutales, creusant la roche et coulant du béton dans une obscurité étouffante. Certaines sections révélèrent des systèmes de ventilation, de lourdes portes blindées et des lignes ferroviaires, ce qui indique un grand projet conçu pour résister à de puissants bombardements. Encore aujourd'hui, le labyrinthe inachevé semble sinistrement abandonné en plein chantier, comme si ses créateurs avaient disparu du jour au lendemain. En fait, plusieurs mythes sont liés à ce vaste et mystérieux réseau, dont nous parlerons plus tard. Aujourd'hui, le projet d'Air Ries peut être visité par les touristes, et ceux qui pénètrent dans les tunnels ressentent d'intenses frissons en pensant au caractère macabre de sa construction. 18. Les derniers colosses du Reich, les impitoyables tours Flak. S'élevant telles des forteresses monolithiques sur l'horizon de Berlin, les tours Flak comptaient parmi les structures de défense les plus redoutables de l'Allemagne nazie. De colossaux bunkers en hauteur surmontés d'une brutale couronne de pierre, construits pour protéger les civils des dévastateurs raids aériens de la Royal Air Force britannique. Érigés dans les dernières années de la guerre, ces immenses bastions en béton armé abritaient des batteries anti-aériennes et offraient un abri à environ 10 000 civils, et furent même utilisés pour protéger des munitions, des documents classifiés et des œuvres de valeur inestimable. Tandis que Berlin se préparait à une destruction imminente, chaque complexe de tours se dressait fièrement comme une forteresse autonome, remplie d'équipements radars, de pièces d'artillerie lourdes et de projecteurs capables de scruter le ciel à la recherche de bombardiers ennemis. Au total, le Reich construisit 8 complexes de tours anti-aériennes, 3 à Berlin, 2 à Hambourg et 3 à Vienne. Les forteresses étaient divisées en 2 types, les tours G, conçues pour le combat direct, lourdement armées, et équipées de plusieurs canons anti-aériens Flak, de calibre 12,8 cm, et les tours L, ou tours de guidage, dotées de radars, d'équipements de commande à distance, servant à organiser la tactique et la stratégie défensive. Chaque complexe se composait d'une tour de chaque type, et si certaines mesuraient environ 43 mètres de hauteur, celle de Berlin atteignait jusqu'à 70 mètres. Durant les dernières phases de la guerre, ces immenses bunkers devinrent des voûtes critiques, où furent entreposés des artefacts culturels issus de musées et d'archives. Malgré les bombardements intensifs, les épais murs de béton des tours résistèrent aux frappes alliées avec peu de dommages structurels, démontrant une supériorité architecturale inégalée. Lorsque les forces soviétiques percèrent jusqu'à Berlin en 1945, elles découvrirent que ces forteresses étaient devenues les derniers refuges frénétiques pour les défenseurs désespérés. Aujourd'hui, il subsiste encore quelques vestiges, comme des ruines érodées d'un conflit qui réduisit Berlin en cendres. Actuellement, certaines tours, comme celle de Vienne, sont toujours debout, rappelant l'ampleur colossale de l'ingénierie militaire du Troisième Reich. 16. La mine de sel d'Altosee, le sinistre atelier de luxe d'Hitler. Alors que les forces alliées s'approchaient du territoire occupé par le Troisième Reich, les fonctionnaires allemands se hâtèrent de mettre à l'abri les biens culturels pillés. Bien qu'il ait existé des centaines de caches secrètes, l'un des trésors les plus grands et les plus spectaculaires fut la mine de sel d'Altosee, en Autriche, où les nazis cachèrent en secret des milliers de peintures, sculptures et autres artefacts précieux. Des nazis de haut rang supervisèrent le transfert d'œuvres véritablement inestimables provenant de toute l'Europe, dans l'espoir de les préserver afin qu'elles fassent partie du patrimoine culturel de l'Empire nazi d'après-guerre. Parmi les œuvres volées figurait le Polyptyque de Gand, un chef-d'œuvre pictural de Jan van Eyck, ainsi que des œuvres de Camille Bernier, Michel-Ange et bien d'autres. Il s'agissait de pièces qui, aujourd'hui,
valent des centaines de milliers, voire des millions d'euros individuellement, et font partie des collections privées les plus importantes au monde. Néanmoins, les conditions difficiles à l'intérieur de la mine froide et labyrinthique menaçaient l'intégrité de ces artefacts fragiles, car l'humidité, le froid, les éboulements et d'autres conditions hostiles représentaient un grave danger. Pour y remédier, les officiers SS en charge du projet obligèrent les travailleurs forcés à construire d'énormes caisses en bois, à enrouler de grandes bâches imperméables et à ériger des murs de protection. Finalement, à l'approche de la défaite de l'Allemagne, le sommet du pouvoir nazi opta pour la stratégie de la terre brûlée et donna l'ordre terrible de détruire certaines œuvres d'art afin d'éviter qu'elles ne tombent entre les mains des Alliés. Si elles n'étaient pas entre les mains d'Hitler, elles ne devaient appartenir à personne. Heureusement, les mineurs locaux, qui s'étaient organisés en une petite résistance pacifique, parvinrent à saboter en secret le plan des SS, en utilisant de faux explosifs ou en détournant les bombes pour qu'elles explosent loin des zones critiques. Une fois la région tombée sous contrôle allié, le programme Monuments, Arts et Archives, plus tard connu sous le nom de Monument Men, se lança dans une course contre la montre pour récupérer et documenter les trésors cachés dans la mine d'Altosi. Lorsque le président Franklin D. Roosevelt ordonna l'inspection culturelle du site, cette mission de recherche de trésors devint l'un des plus grands efforts de récupération d'art de l'histoire moderne. 16. La disparition impossible. Le mystérieux destin de la Chambre d'Ambre. La Seconde Guerre mondiale a laissé de nombreux mystères troublants, mais la disparition de la Chambre d'Ambre demeure l'un des plus extraordinaires. Comment une pièce entière, emplie d'or et de trésors, pourrait-elle disparaître? Bien que cela semble tiré d'un film fou, cela s'est réellement produit. Et jusqu'à aujourd'hui, cela continue de stupéfier les historiens les plus sceptiques. À l'origine, cette pièce fut conçue comme un chef-d'œuvre spatial éblouissant de 55 mètres carrés, avec des murs recouverts de panneaux d'ambre atteignant un total de 6 tonnes de ce matériau précieux, et orné de sculptures, de miroirs en or et d'autres artefacts en pierres précieuses inestimables. Construite au début des années 1700 à Berlin, la pièce fut offerte en 1716 au tsar Pierre le Grand, et installée dans le palais de Catherine, situé dans le village des Tsars, près de Saint-Pétersbourg, devenant ainsi la 8e merveille du monde. Et elle y resta jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. Lorsque les forces du Reich capturèrent le palais de Catherine, elles commirent l'impensable. Les nazis volèrent la chambre d'ambre. Toute la pièce fut démontée et transportée au château de Königsberg, où elle fut vue pour la dernière fois, avant de disparaître sans laisser de traces. Si sa disparition est déjà glaçante, ce qui fait de la Chambre d'Ambre l'un des plus grands mystères entourant le pouvoir du nazisme, ce sont les sombres légendes qui l'entourent. Certains historiens suggèrent qu'elle aurait été cachée dans un bunker nazi secret, équipé de pièges pour empêcher sa découverte. D'autres affirment qu'elle aurait été chargée à bord du navire Wilhelm Gustloff, qui disparut mystérieusement dans la mer Baltique, supposément torpillé par un sous-marin soviétique transportant potentiellement la chambre et d'autres trésors volés. Des sources non officielles assurent que de nombreux chasseurs de trésors seraient morts mystérieusement en recherchant la chambre d'ambre, un mythe qui alimente la croyance d'une malédiction entourant cette merveille du monde disparue. Ce qui est certain, c'est que la quête de la chambre s'est poursuivie pendant des décennies, explorant des tunnels secrets, des mines abandonnées et des ruines ravagées par la guerre. Certaines parties furent retrouvées dans le château de Königsberg, lequel fut brutalement bombardé par la Royal Air Force en 1944 et réduit quasiment en cendres. Certains affirment que la majeure partie de la chambre fut détruite avec le château, bien que d'autres éléments, tels que des mosaïques ou des décorations individuelles, aient été retrouvés en Allemagne, en Italie et dans d'étranges lieux, laissant penser que la magnifique pièce fut démembrée et envoyée dans des centaines de destinations à travers l'Europe occupée. En 2003, une chambre d'ambre reconstruite fut inaugurée, incluant certaines pièces ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale et récupérées par les Alliés. Cependant, le destin de la véritable 8e merveille du monde n'a jamais été élucidé et continue de hanter les historiens et de nourrir les rêves des chasseurs de trésors du monde entier. 15. Le pouvoir du mal. La terrifiante création du réacteur nucléaire à Haigerloch. À la fin de l'année 1944,
les physiciens allemands s'efforçaient de libérer l'énergie atomique à des fins militaires, une capacité qui aurait pu changer à jamais le cours de la guerre. Dans la petite ville de Egerloch, au sud-ouest de l'Allemagne, un groupe sélectionné de chercheurs nazis s'installa dans la cave d'une brasserie qui fut transformée en un impressionnant laboratoire secret. Là, ils commencèrent à monter un réacteur nucléaire à eau, cherchant à reproduire les résultats du projet Manhattan américain et à offrir à Hitler l'arme ultime. Construit sous terre et recouvert d'un bunker défensif pour le protéger des bombardements et de la détection aérienne, le réacteur commença à être testé au début de 1945, alors que les Alliés approchaient des frontières du Troisième Reich. Le projet, connu sous le nom de B8, fut dirigé par des scientifiques comme le légendaire Werner Heisenberg, qui mena une équipe tentant frénétiquement de créer une réaction en chaîne auto-entretenue, une étape qui aurait pu bouleverser l'histoire. Mais la guerre touchait à sa fin et les signes de l'effondrement de l'Allemagne affectèrent le développement du réacteur. Les ressources limitées à disposition des chercheurs, les ruptures d'approvisionnement et les bombardements constants des Alliés réussirent à paralyser l'avancement de la technologie nucléaire nazie. Les livraisons d'eau lourde depuis la Norvège, ressource cruciale pour faire fonctionner un réacteur, furent à plusieurs reprises sabotées par les forces alliées. À mesure que les ennemis approchaient de l'Allemagne, le succès de l'équipe s'éloignait, bien que leurs derniers essais restassent sous l'étroite surveillance des chefs SS, déjà totalement désespérés d'obtenir un quelconque avantage. En 1945, alors que la guerre était pratiquement perdue, les Américains lancèrent l'opération Alsos, un effort coordonné par le projet Manhattan visant à infiltrer, récupérer et rediriger toutes les recherches nazies dans le domaine de l'énergie atomique. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir l'emplacement secret à Egerloch, et lorsqu'ils lancèrent le raid contre le laboratoire, ils firent une découverte terrifiante. Le réacteur était presque achevé et intact, avec des cubes d'uranium suspendus à des tiges, ce qui laissait entrevoir à quel point les nazis étaient dangereusement proches de débloquer l'énergie nucléaire. Craignant ce qui aurait pu être, les experts alliés démantelèrent rapidement le réacteur et en prirent les composants pour les analyser. Le site souterrain fut ensuite transformé en musée, où se trouvent encore aujourd'hui les restes du dispositif dans la grotte originale, une relique troublante d'une effrayante possibilité, celle de la bombe nucléaire nazie. 14. Le trésor secret du Reich. L'immense butin de la mine de Merkers. À mesure que progressait l'invasion alliée, les autorités de haut rang de l'Allemagne nazie se dépêchèrent de dissimuler d'énormes réserves d'or et de devises, pillées à des millions de Juifs de Rome et d'autres victimes de l'Europe occupée. Mais lorsque les troupes américaines entrèrent dans la ville allemande de Merkers, en avril 1945, elles tombèrent sur l'une des découvertes les plus stupéfiantes et éblouissantes de la guerre, un immense trésor secret, enfoui au fond de la mine de sel de la région. Les soldats ne s'attendèrent pas à découvrir l'une des plus grandes réserves d'or du monde lorsqu'ils descendirent à plusieurs kilomètres sous terre, et c'est pourquoi ils furent complètement déconcertés en voyant une horde immense de sacs empilés dans d'énormes tunnels, à perte de vue. Au début, ils crurent qu'il pouvait s'agir de matériaux de construction ou de munitions, mais la surprise fut encore plus grande lorsqu'ils virent que les sacs en toile de jute qui envahissaient le lieu étaient remplis de lingots et de pièces d'or et d'argent. Une grande partie des fonds de la Reichsbank et d'autres actifs confisqués y avaient été transportés, dans l'attente d'une supposée victoire d'Hitler afin de blanchir les biens volés. Mais les tunnels de la mine de sel menaient à des lieux bien plus profonds, et les tonnes d'or n'étaient que le début des découvertes. Plus tard, les Alliés trouvèrent d'autres trésors cachés, des caisses entières d'œuvres d'art confisquées, des objets personnels volés aux victimes de l'Holocauste et des piles de monnaies et billets de différentes origines étrangères. Ces découvertes révélèrent l'ampleur totale de l'impitoyable opération de pillage et d'expropriation des nazis et éclairèrent l'incroyable transfert de richesses survenu en Allemagne dans les années 30 qui cimenta le régime d'Hitler. De nombreux éléments furent filmés et photographiés, car chaque artefact racontait une sombre histoire de pillage et de souffrance. En plus des métaux précieux, les objets récupérés incluaient des peintures issues de collections européennes notables, prises comme butin de guerre. Les membres des Monuments Men, une unité alliée spécialisée dans la recherche de trésors et la valorisation du patrimoine, s'empressèrent de sécuriser les chefs-d'œuvre volés,
tandis que les principaux dirigeants alliés, dont le général Dwight D. Eisenhower, se rendirent à la mine pour assister de première main à cette incroyable découverte. La documentation et les photographies de la mine de Merkers devinrent des preuves cruciales dans les procès ultérieurs contre les fonctionnaires et officiers nazis et servirent à les tenir responsables du pillage et des crimes commis dans les territoires occupés. Elles aidèrent aussi les historiens à mieux comprendre la sinistre dimension économique qui planait sur le Troisième Reich. 13. L'héritage empoisonné. La traque du sous-marin toxique U-864. En février 1945, le sous-marin allemand U-864 se lança dans l'opération César, une mission périlleuse consistant à transporter en toute discrétion des composants d'avions en acier de haute qualité et du mercure liquide vers une destination secrète au Japon. Cette cargaison précieuse devait renforcer la collaboration de l'Axe dans le développement d'armes avancées, afin d'apporter un soutien à l'empire du soleil levant face à l'avancée écrasante des États-Unis. Toutefois, les Allemands n'avaient pas prévu un facteur inattendu. Les Alliés avaient réussi à déchiffrer les méthodes de cryptage des communications radio de l'Axe et connaissaient l'opération ainsi que l'itinéraire prévu du U-boot. Rapidement, le sous-marin britannique HMS Venturé partit du port de Lerwick pour traquer le navire allemand. Le 6 février 1945, le Venturaire intercepta le U-864 au large des côtes norvégiennes et s'ensuivit un affrontement de torpilles spectaculaire qui allait devenir le seul duel sous-marin enregistré de l'histoire. Après une traque tendue, les deux sous-marins s'affrontèrent dans un combat lent et méthodique au cours duquel le Venturaire lança 4 torpilles sur le U-864. Ce dernier parvint à esquiver les 3 premières, mais fut touché par la 4e. Malgré les efforts désespérés des 73 membres d'équipage pour éviter la catastrophe, le U-864 coula au fond de l'océan, emportant avec lui ses occupants et sa cargaison mortelle. En 2003, les restes du U-864 furent retrouvés au fond de la mer, révélant une catastrophe glaçante. La structure du sous-marin s'était fracturée, libérant 67 tonnes de mercure toxique, contaminant environ 30 000 mètres carrés des eaux environnantes. Les conteneurs remplis de ce poison représentaient un énorme danger environnemental, ce qui poussa les autorités norvégiennes à proposer un plan de confinement qui prit plus de 10 ans et coûta environ 200 millions d'euros. Retirer les restes du U-864 était extrêmement risqué, car tout mouvement pouvait libérer davantage de mercure et le sous-marin contenait encore des torpilles et des mines actives. Les Norvégiens décidèrent donc de recouvrir les restes de 100 000 tonnes de sable et de roches placées stratégiquement. Cela permet de réduire les fuites de matériaux nocifs et le U-864 repose aujourd'hui enseveli dans une tombe sous-marine étroitement surveillée par les autorités environnementales. 12. La ligne fantôme, la disparition du train d'or nazi. Selon certains historiens non officiels, dans les derniers jours de la guerre, les autorités nazies en Pologne reçurent l'ordre de transférer l'or et les trésors expropriés des territoires occupés vers l'Allemagne, espérant ainsi s'emparer de ces ressources et les dissimuler aux Alliés. Nous avons déjà évoqué certaines caches désespérées, comme la mine de sel de Merkers ou les tours Flak. Cependant, il existe un mythe encore plus étrange. D'après ces historiens, les nazis auraient chargé un immense train de lingots d'or, d'œuvres d'art et d'objets précieux qui serait parti de Breslau, Wrocław, et aurait dû faire plusieurs arrêts en Pologne avant d'arriver en Allemagne. Toutefois, le train qui se serait arrêté à la gare de Freiburg en Silésie disparut après avoir repris sa route. L'idée qu'un train entier puisse disparaître dans les airs semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais tout indique que soit le train n'a jamais existé, soit les nazis utilisèrent une route alternative secrète pour le faire échapper à la surveillance des Alliés. D'un côté, les historiens estiment que l'histoire est plausible, non seulement parce qu'il existe des archives d'œuvres d'art et d'artefacts pillés par les nazis et jamais retrouvés, comme l'a déjà mentionné Chambre d'Ambre, mais aussi parce que l'itinéraire supposé du train fantôme coïncide avec les différentes caches de trésors évoquées, telles que la mine de Merkers et le projet Der Riese. Pendant des décennies, le sort du train d'or nazi est resté un mythe parmi les historiens et passionnés de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois,
Cette histoire a ressurgi avec force dans la culture populaire européenne en 2015, lorsque deux entrepreneurs miniers affirmèrent avoir trouvé des preuves de l'existence d'un tronçon de voie ferrée caché sous terre, près de la ville de Wałbrzych. Ces hommes ne donnèrent pas beaucoup de détails, car ils exigèrent du gouvernement polonais une somme importante et un contrat garantissant que leurs entreprises auraient l'exclusivité des fouilles pour rechercher le train. Mais des informations de base furent divulguées, et des centaines de chasseurs de trésors affluèrent dans la région pour enquêter par eux-mêmes, menant des explorations géologiques et topographiques et demandant aux autorités des permis de forage. Grâce à leur insistance, les autorités polonaises acceptèrent de mener une recherche souterraine dans ce qui devint connu comme le kilomètre 65 de Basse-Silésie. Le gouvernement supervisa une partie des efforts de fouilles, mais en réalité, aucun reste identifiable d'un train blindé ni aucun trésor perdu ne fut découvert. Les critiques soutinrent que le mythe local, alimenté par des témoignages anecdotiques, éclipsait le manque de preuves tangibles. Néanmoins, la rumeur persiste. Souvent associée à un réseau plus vaste de tunnels, une idée conspirationniste affirmant qu'il existerait des passages ferroviaires secrets reliant la chancellerie allemande à différentes zones du front de l'Est. Toutefois, tout le monde n'en sortit pas perdant, car les autorités municipales profitèrent de l'attention générée dans le monde entier par ce mythe pour promouvoir le tourisme à Wałbrzych. Les médias locaux couvrirent le moindre événement, des lectures radar inhabituelles aux interviews approfondies sur les archives historiques, retraçant les trajets empruntés par les trains allemands dans les derniers jours de la guerre. La fascination pour le train d'or nazi reste un rappel terrifiant du chaos désespéré qui régna au sein du Troisième Reich face à sa chute inévitable. 11. L'étonnant ovni nazi, la sinistre cloche de Hitler, Die Glocke. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'une super-arme nazie ultra-secrète, un dispositif si avancé qu'il pourrait changer le cours de la guerre à la dernière minute. Ce mythe accompagna la découverte de dizaines de super-armes nazies connues sous le nom de Wunderwaffe ou armes merveilleuses. Si certaines virent le jour, la majorité ne dépassa jamais le stade d'idées folles issues des ingénieurs proches d'Hitler, qui avaient une propension à fantasmer des projets dignes de la science-fiction. Mais un projet en particulier, jusqu'à aujourd'hui, continue de troubler chercheurs et historiens. Il s'agit de Die Glocke, qui signifie « la cloche ». Cette machine énigmatique est devenue l'un des mystères les plus glaçants et controversés de la Seconde Guerre mondiale. Die Glocke est décrite comme un appareil fait d'un métal dur et lourd, d'un diamètre d'environ 2,7 mètres et d'une hauteur comprise entre 3,7 et 4,6 mètres, ayant une forme semblable à celle d'une grande cloche. Selon les plans et les rapports découverts par les chercheurs, cet appareil contenait 2 cylindres contrarotatifs, remplis d'une substance semblable au mercure, de couleur violette. Ce liquide métallique, dont l'existence n'a jamais été confirmée, portait le nom de code Xerom 525 et était conservé dans un thermos haut et étroit d'1 mètre, encapsulé dans du plomb, preuve supposée de sa toxicité. Selon ces récits, lorsqu'elle était activée, la cloche produisait un rayon d'action de 150 à 200 mètres, à l'intérieur duquel se formaient des cristaux sur les tissus cellulaires animaux. Le sang se gélifiait et se séparait, tandis que les plantes se décomposaient en une substance grasse. On affirme que, durant le développement de cet artefact dangereux, 5 des 7 scientifiques originaux du projet seraient morts à cause de ses effets. Les essais auraient eu lieu à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les ruines d'une structure en béton surnommée le Henge, près de la mine Wenceslas, à environ 3 km au sud-est du complexe principal de Sokolek du projet RISE, qui aurait aussi pu servir de plateforme d'essai pour une expérience sur la propulsion antigravitationnelle générée par la cloche. D'autres témoignages la situent dans une installation proche de la frontière tchèque, gardée par les SS. La plupart des historiens académiques considèrent que les récits autour de Die Glocke relèvent de la pure spéculation, car ils n'apparaissent que dans très peu de documents officiels de l'époque. Aucun plan confirmé n'a été retrouvé, aucune référence officielle en dehors de témoignages anecdotiques. Toutefois, certains pensent que des fragments de projets de recherche réels pourraient avoir été déformés au fil du temps.
Il est largement admis que les nazis ont expérimenté dans des domaines comme la propulsion et la physique des particules, souvent dispersées dans plusieurs laboratoires secrets. Mais malgré l'attrait sinistre de l'histoire, il est possible que Die Glocke soit simplement une création fictive, concentrant divers efforts technologiques dans un seul récit fantastique. Ce qui est certain, c'est que le doute persiste encore aujourd'hui, et de nombreux amateurs de théories du complot et d'ovnis croient que Die Glocke faisait partie d'un projet ultra secret visant à créer des soucoupes volantes capables de fuir une terre dévastée par la guerre. Mais si cela est vrai, pourquoi le projet fut-il abandonné? Y a-t-il eu un accident? Ou quelque chose d'encore plus sinistre s'est-il produit? Partagez vos idées en commentaire. 10. Le premier avion furtif de l'histoire, le Horten-Ho 229 de la Luftwaffe. Parmi les découvertes les plus étonnantes issues des recherches aéronautiques nazies, le Horten-Ho 229 s'impose comme une relique étrangement futuriste de la Seconde Guerre mondiale. Conçu par les frères Horten, cet appareil en forme d'aile volante, doté de propulsion à réaction, présentait un design radical qui réduisait la signature radar, annonçant de façon troublante les bombardiers furtifs modernes. Les prototypes achevés subirent des essais en vol qui révélèrent une aérodynamique si avancée qu'elle pouvait rivaliser avec les concepts utilisés plus tard sur des avions contemporains, tels que le bombardier B de Spirit. Le Ho-229 était principalement construit en contreplaqué et autres matériaux composites légers. L'aérodynamisme du Ho-229 visait à minimiser la résistance et à atteindre de grandes vitesses grâce à ses deux moteurs à réaction. La Luftwaffe voyait en lui un chasseur-bombardier rapide, capable de surpasser les avions alliés. Monoplace, l'avion mesurait 7,4 mètres de long, pour une envergure de 16,8 mètres. Sa forme de planeur donnait à son nez une hauteur de seulement 2,81 mètres, avec un cockpit d'1 mètre de haut. En tant qu'aile volante, sa surface à l'air atteignait 50,2 mètres carrés. À vide, le Ho-229 pesait 4600 kg, auquel s'ajoutaient 1700 kg de carburant, permettant une autonomie de 1900 km. Il pouvait emporter jusqu'à 2000 kg de bombes, ce qui dépassait les attentes du commandement de la Luftwaffe. Chargé au maximum, il atteignait 8100 kg et devait voler à près de 1000 km par heure. Bien que les frères Horten n'aient pas atteint cette vitesse, ils s'en approchèrent avec deux moteurs Junkers Jumo 00 4B turbojet, atteignant 960 km par heure en vitesse maximale et 900 km par heure en vitesse de croisière, avec un plafond de 15 000 mètres. L'appareil était aussi équipé de deux canons MK-108 de 30 mm. Le premier test de cette Wunderwaffe aérienne eut lieu le 1er mars 1944. Le vol fut relativement réussi, bien que des problèmes de conception aient compliqué le travail du pilote. Outre le bois, des alliages métalliques légers furent utilisés pour réduire la résistance au vent et améliorer la furtivité face au radar. Le 2 février 1945, une version définitive du Ho-229 fut testée, mais un moteur s'arrêta en plein vol, forçant le pilote à manœuvrer miraculeusement pour sauver sa vie et l'appareil. Malgré cela, le développement continua. Les Alliés frappaient aux portes de Berlin, et les nazis cherchaient désespérément une arme miracle. Mais elle n'arriva jamais. Le Horten-Ho 229 ne quitta jamais les hangars pour se joindre au combat. Le régime d'Hitler s'effondra avant. En 1945, les Alliés mirent la main sur le Ho-229, capturé dans le cadre de l'opération Paperclip, un effort occidental pour exploiter la technologie nazie ainsi que ses meilleurs ingénieurs et scientifiques. Le prototype fut envoyé en Angleterre puis aux États-Unis, où il trouva sa place entre le musée Smithsonian et les laboratoires de Northrop Grumman, le constructeur du B-2 Spirit, bombardier furtif stratégique, qui s'inspira directement du Horten-Ho 229. Encore aujourd'hui, les Américains continuent d'étudier les travaux des frères Horten, qui, bien qu'ils n'aient jamais vu le jour sur le champ de bataille, constituèrent une avancée majeure pour la technologie militaire aérienne des États-Unis. 9. Le ventre de la bête. Le sinistre laboratoire de missiles de Peenemünde. La région côtière isolée de Peenemünde, dans le nord de l'Allemagne, fut un centre d'essai pour certains des programmes d'armement les plus ambitieux de la guerre.
dirigé par Werner von Braun et d'autres ingénieurs nazis de renom. Le site produisit la bombe volante Fin 1 et le missile V2, tous deux considérés comme des merveilles sinistres du développement précoce des missiles et fusées, conçus comme armes de représailles destinées à frapper la Grande-Bretagne en représailles aux bombardements sur Berlin, puis d'autres cibles pour briser le moral des Alliés. La bombe volante 5 en était un missile primitif à réaction, prenant la forme d'un petit avion sans pilote, souvent repéré grâce à son bourdonnement caractéristique. On pourrait dire qu'il est l'ancêtre des drones explosifs actuels. Quant au missile V2, il s'agissait du premier missile balistique à longue portée du monde, et bien qu'il ne fût pas encore capable de porter des ogives nucléaires, il possédait une très longue portée, frappait sans avertissement et pouvait détruire de larges zones d'un seul coup. Même si ces armes causèrent des destructions massives et un grand effroi en Angleterre, leur impact stratégique fut limité à cause de leur déploiement tardif et des difficultés industrielles de fin de guerre, empêchant leur production à grande échelle. Cependant, le développement à Peenemünde posa les bases de l'exploration spatiale future, et de nombreux scientifiques furent intégrés aux États-Unis ou en Union soviétique après la guerre, via l'opération Paperclip mentionnée précédemment. En août 1943, les bombardiers britanniques menèrent l'opération Hydra, ciblant les installations de Peenemünde pour interrompre la recherche et la production de ces sinistres armes nazies. Les bombardements détruisirent une grande partie du complexe, tuant du personnel clé et retardant temporairement les programmes de missiles. Malgré cela, les nazis restaient bien organisés, et sous la direction de von Braun, les tests et développements se poursuivirent dans d'autres laboratoires secrets. Après la reddition allemande, les Alliés lancèrent une vaste opération sur Peenemünde, s'emparant de documents, de composants technologiques et de plusieurs fusées entières. L'analyse du site révéla des avancées significatives en propulsion et en système de guidage balistique, dont les États-Unis et les Soviétiques allaient tirer parti dans leurs programmes d'armement respectifs pendant la guerre froide. Encore aujourd'hui, des sections entières du champ d'essai sont jonchées de ruines de béton, témoins silencieux d'une course qui fit brièvement de l'Allemagne un pionnier de la technologie des fusées. 8. Les géants endormis. Les impressionnantes fortifications nazies sur les îles anglo-normandes. Lorsque l'Allemagne occupa les îles anglo-normandes en 1940, celles-ci devinrent le seul territoire britannique capturé par les nazis durant la guerre. Hitler déclara que les îles étaient un bastion stratégique et ordonna la construction de formidables défenses, incluant des positions d'artillerie côtière, des tours radars et des bunkers souterrains. Rapidement, différents bastions de béton surgirent à Guernesey, Jersey, Origny et sur les îlots les plus petits. Au départ, les Allemands décidèrent de se montrer bienveillants envers la population non juive des îles, recrutant des travailleurs locaux pour construire des routes et des postes stratégiques. Toutefois, à mesure que la guerre progressait, les relations avec les insulaires se détériorèrent, poussant les SS à ouvrir des camps de travail forcés, incluant des juifs et des prisonniers, tant locaux qu'amenés d'Ukraine, puis de l'Union soviétique. Des milliers de prisonniers, transférés depuis des camps de travail du continent, furent contraints de s'atteler à la tâche brutale de terminer des fortifications terrifiantes, incluant des réseaux complexes de tunnels et de tours renforcés, bâtis sur des affleurements rocheux. Certains bunkers dissimulaient des entrepôts remplis de munitions, d'armes, d'équipements et de provisions, conçus pour permettre une résistance prolongée face à d'éventuels sièges venus du Royaume-Uni. Dans le cadre du plan du mur de l'Atlantique, les nazis érigèrent de hautes tours de béton avec des nids de mitrailleuses et des canons. Garnis de milliers de soldats, les îles restèrent sous contrôle allemand, même après la libération de la France continentale. À la fin de 1944, la forteresse était devenue un poste avancé hautement optimisé, mais elle se retrouvait prise au piège dans l'étau allié, totalement isolé des lignes d'approvisionnement régulières. Alors que les ressources s'amenuisaient, les officiers et soldats nazis commencèrent à sceller les bunkers et les postes de contrôle, se repliant vers les zones les plus fortifiées, dans l'attente d'une invasion imminente. Lorsque les îles furent libérées en mai 1945, quelques jours après la capitulation officielle de l'Allemagne, les soldats alliés découvrirent des complexes souterrains entiers. Après avoir capturé tous les soldats allemands présents sur les îles, les Alliés ouvrirent tous les bunkers, forteresses, entrepôts et coffres,
découvrant que les forces d'occupation disposaient de très peu de vivres, bien qu'elles fussent bien armées. Les autorités alliées, soucieuses de préserver l'intégrité des îles, décidèrent de sceller les tunnels, mais ne détruisirent pas la majorité des fortifications, laissant de nombreux bunkers et tours intacts. Aujourd'hui, certaines ont été conservées ou transformées en musées, illustrant jusqu'où les occupants avaient transformé ces pittoresques îles en position défensive. 7. Le vol stratégique des nazis, les coffres de Francfort. Au-delà des célèbres œuvres d'art, les nazis confisquèrent également des biens personnels, notamment des objets appartenant à des familles juives qui avaient été assassinées ou envoyées dans des camps de concentration. Lorsque les Alliés fouillèrent Francfort après la conquête de la ville, ils mirent la main sur de grandes quantités d'objets de valeur qui avaient été volés ou littéralement arrachés à des millions de victimes par la violence ou par des lois discriminatoires d'expropriation. Dans les dernières étapes de la guerre, ces objets furent rassemblés et cachés dans des bâtiments ou des sites de stockage souterrains pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Alliés. La plupart furent découverts immédiatement. Lorsque les forces américaines entrèrent dans la ville, les unités de renseignement se concentrèrent sur la découverte de coffres contenant des bijoux, de l'or et des artefacts culturels, inspectant des usines abandonnées, des caves et des coffres situés sous des institutions financières. Dans un cas, ils découvrirent une piscine remplie d'alliances, de plombages dentaires en or et d'autres effets personnels, arrachés de force à des personnes déportées. Ces découvertes macabres mirent en lumière l'ampleur du pillage systématique qui enrichit les responsables nazis et finança en partie l'effort de guerre d'Hitler. Le confort dont bénéficiaient les Allemands s'était bâti sur le sang de millions de civils. Après avoir catalogué ces matériaux, les autorités alliées lancèrent des efforts pour les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais le processus se révéla décourageant. De nombreux documents avaient été détruits ou falsifiés. Des commissions furent créées pour tenter de relocaliser ces objets précieux, mais le fait qu'ils soient issus d'un génocide systématique rendait pratiquement impossible l'établissement d'une liste d'héritiers légitimes. Les biens confisqués avant la guerre figuraient dans des registres vagues, dénués d'informations précises, souvent centrés sur la valeur des pièces plutôt que sur leurs propriétaires. Quant aux objets volés pendant les années les plus brutales du nazisme, ils n'étaient même pas enregistrés, simplement entassés dans des caisses anonymes, illustrant la profonde déshumanisation subie par les victimes. Les survivants de la persécution se battirent pendant des décennies pour prouver leur propriété. Et malgré cela, certains objets récupérés ne furent jamais réclamés, car des familles entières avaient été exterminées. Cela conduisit à ce que ces objets soient confiés à des organisations ou consortia dédiés à la préservation du patrimoine juif volé durant la guerre. 6. Le Nid d'Aigle, la forteresse la plus haute du nazisme. Dans les Alpes bavaroises se trouve un bâtiment connu sous le nom de Nid d'Aigle, un mélange de petites demeures et de forteresses construit comme cadeau pour le 50e anniversaire d'Hitler. Située au sommet d'une montagne au-dessus de Berchtesgaden, cette structure, appelée officiellement Kelsteinhaus, servait de lieu de retraite et de réunion pour les dirigeants nazis. En raison de son élévation extrême, une route élaborée fut construite, culminant dans un tunnel de pierre menant à un ascenseur de luxe en bronze poli, décoré de miroirs vénitiens et de cuir vert. Cette grande cabine s'élevait sur 134 mètres directement jusqu'au bâtiment. Lors des derniers affrontements de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées avancèrent vers le sud de l'Allemagne, s'attendant à ce que la région devienne le dernier bastion de résistance. Malgré son apparence imposante, le Nid d'Aigle fut pris sans grande difficulté. Aux alentours d'Obersalzberg, des complexes de villas et de bunkers bombardés révélèrent des documents personnels, du matériel de propagande et certains biens pillés. Les soldats explorèrent des pièces richement décorées et découvrirent comment les figures clés du régime se relaxaient dans un confort relatif, même alors que leur empire s'effondrait. Dans les années qui suivirent, le bâtiment fut d'abord utilisé par l'armée américaine, qui installa des bureaux sur le site avant de le rendre à l'administration allemande. Aujourd'hui, le Nid d'Aigle est une attraction touristique offrant une vue panoramique sur les vallées alpines, accessible via l'historique ascenseur qui avait autrefois conduit Hitler à sa résidence de repos. 5. Au cœur des montagnes, les stocks secrets dans le massif du Harz. Dans les dernières étapes de la guerre,
L'Allemagne était acculée par l'avancée de l'Union soviétique, qui progressait tel un raz de marée rouge depuis l'Est, écrasant toutes les installations d'armement nazi sur le front oriental. C'est pourquoi l'état-major nazi jugea nécessaire de transférer les sites de production dans la clandestinité, tout en renforçant les défenses pour les protéger des bombardements alliés. L'un de ces sites vit le jour dans les monts du Harz, où des milliers de prisonniers passèrent leurs derniers jours dans des camps de travail forcés souterrains, creusant des tunnels pour les transformer en usines d'armement improvisées. Des lignes ferroviaires furent prolongées jusque dans les profondeurs de ces complexes cachés, permettant le transport discret des matières premières. Cependant, les trains ne suffisaient pas toujours à satisfaire la demande, et à la fin de la guerre, les nazis forçaient les travailleurs à transporter les matériaux à dos de mule dans la montagne. Ces usines produisaient des armes légères, des pièces de chars et des munitions, opérant loin de tout regard indiscret. Des preuves ont également été trouvées montrant que Werner von Braun envisageait d'étendre la production de missiles Fae 1 et V2 sur le site, bien que seuls des plans aient été découverts. Lorsque les forces américaines arrivèrent en avril 1945, elles capturèrent des ateliers souterrains entiers. Des machines abandonnées, des armes à moitié montées et des réserves de munitions jonchaient les couloirs. Les chercheurs conclurent que les campagnes de bombardements intensifs avaient forcé le transfert de ces usines sous terre, où la ventilation, l'éclairage et les logements pour les travailleurs étaient souvent improvisés. Les planificateurs avaient donné la priorité à la continuité de la production plutôt qu'à la sécurité des travailleurs, ce qui entraîna des souffrances atroces et la mort de 10 000 à 20 000 travailleurs forcés. Certains tunnels abritaient des prototypes avancés, mais la plupart n'étaient que des extensions d'installations existantes. La capture du Harz entacha aussi les forces américaines. Certaines divisions, en avançant à travers les montagnes, fusillèrent de grands groupes de travailleurs transportant des matériaux. Il fut ensuite prouvé que beaucoup d'entre eux étaient en réalité des prisonniers des SS, vivant dans les sinistres camps de la région. Certains soldats furent jugés pour ces crimes. Au fil des ans, les gouvernements locaux découvrirent des restes de bombes et de produits chimiques dangereux, ce qui obligea à plusieurs reprises à ratisser la région à la recherche de mines ou d'autres menaces pour la population civile. Aujourd'hui encore, ces galeries souterraines présentent des dangers liés à l'instabilité structurelle et à la présence possible d'explosifs non désamorcés. Les tunnels des monts du Harz sont une preuve frappante de la conviction et de la folie du Reich dans ses projets expansionnistes. 4. Le désespoir final. Mittelwerk, les tunnels inachevés de Thuringe. Lorsque le renseignement allié détecta des signes de projets secrets au centre de l'Allemagne, il se concentra sur les collines boisées de Thuringe. Les rapports faisaient état d'un vaste réseau de tunnels et de chambres construits à des fins non révélées. Les Alliés étaient loin d'imaginer qu'ils observaient Mittelwerk, ce qui était censé être le dernier refuge désespéré d'Hitler et du haut commandement nazi en dehors de Berlin. Bien qu'on le connaisse aujourd'hui sous le nom de Mittelwerk, ce vaste complexe souterrain était composé de plusieurs installations au nom de codes variés, creusées près de villes comme Jonastal, puis reliées entre elles par un réseau complexe de tunnels de diamètres divers. La majeure partie des travaux fut réalisée par des prisonniers forcés d'excaver des terrains rocheux que les officiers SS envisageaient de transformer en centres de commandement, bureaux administratifs et entrepôts de ressources. Dans certains cas, les structures les plus avancées démontraient un niveau de sophistication élevé. Elles étaient accessibles par des trappes hermétiques, comportaient des systèmes de ventilation complexes et même des murs blindés contre les radiations et les bombes. Cela amena plusieurs historiens à se demander si certaines zones de Mittelwerk n'avaient pas servi à des recherches sur le nucléaire ou les missiles, bien qu'aucune preuve physique ne vienne confirmer cette hypothèse. Les troupes américaines et soviétiques, arrivées en 1945, procédèrent à des études exhaustives de ces lieux, qu'elles fouillèrent de fond en comble. En général, elles trouvèrent des couloirs inachevés, des structures partiellement montées, des puits de ventilation et parfois de la machinerie lourde. La documentation relative aux projets futurs était maigre, et les déclarations des responsables allemands capturés étaient souvent vagues ou contradictoires. Après que les forces d'occupation eurent extrait tout ce qui avait de la valeur dans les tunnels, l'accès à Mittelwerk fut restreint.
La plupart des installations étant inachevées, les risques d'effondrement étaient constants. Dans les décennies suivantes, historiens et explorateurs locaux revinrent explorer ces réseaux souterrains, découvrant des restes de matériaux de construction et des plans structurels. Certaines entrées s'étaient effondrées, d'autres furent scellées par les autorités. L'objectif final de ce gigantesque réseau souterrain reste aujourd'hui encore débattu par les historiens et les chercheurs, car la disposition des pièces ainsi que leur position stratégique suggère qu'il aurait pu servir de quartier général similaire au Führerbunker ou d'usine de production d'armes, comme dans les monts du Harz. Toutefois, le gaspillage de ressources dans ces tunnels renforcés témoigne du désespoir du régime, qui mobilisa des milliers de travailleurs pour créer des caches qui n'atteignirent jamais leur plein potentiel avant la défaite. 3. L'extension de Mittelwerk, la sinistre usine d'armement de Mittelbau-Dora. Mittelbau-Dora, située dans la région du Harz, était un complexe tristement célèbre de camps de concentration, conçu spécifiquement pour la production secrète d'armement. Sous les baraquements brutaux et les chambres à gaz, existait un réseau de tunnels intermédiaires qui le reliait à Mittelwerk. Contrairement à ce vaste complexe au but incertain, Mittelbau-Dora abritait une usine de fabrication des missiles F-2, où des Juifs étaient utilisés comme main-d'œuvre dans des conditions inhumaines. Les tours de travail étaient extrêmement longs, la nourriture terriblement insuffisante et l'assistance médicale inexistante. En raison de l'exposition à des produits chimiques dangereux et à des machines lourdes, les catacombes étaient pleines de poussière et de vapeurs mortelles, ce qui constituait une menace létale pour les détenus. Bien que le nombre de victimes exactes soit inconnu, on estime que plus de 20 000 personnes sont mortes en fabriquant des missiles dans les tunnels de Mittelbau-Dora. Lorsque les forces américaines arrivèrent en avril 1945, elles découvrirent un environnement conçu pour exploiter le travail forcé à tout prix. Des bancs d'essai de fusées partiellement assemblés et des plans techniques encombraient les immenses couloirs. Les couchettes en bois, entassées dans des recoins humides, montraient comment les prisonniers vivaient et mouraient à quelques pas d'une production toxique en cours. Les experts alliés saisirent des documents et des composants essentiels des V2, envoyés ensuite aux États-Unis pour étude. Par la suite, les autorités découvrirent des fosses communes à proximité, permettant d'évaluer le nombre effroyable de victimes causées par les quotas de production brutaux et l'absence totale de sécurité. Les efforts pour démanteler le site progressèrent rapidement et les forces d'occupation envoyèrent des équipes spécialisées qui collaborèrent avec les habitants locaux. Ces derniers savaient que quelque chose de louche se passait, car ils entendaient des explosions quotidiennes qui résonnaient dans les collines. Plus tard, ils apprirent qu'il s'agissait des moteurs des fusées, allumés pendant les essais. Bien que la majeure partie de l'infrastructure de Mittelbau-Dora ait été scellée ou démolie, certaines sections du système de tunnels sont encore accessibles à des fins éducatives. 2. Petits escrocs, la pathétique opération Bernard de falsification des billets britanniques. L'opération Bernard fut un plan audacieux et plutôt pathétique conçu par les services de renseignement allemands pour inonder l'économie britannique de billets falsifiés. Lancé en 1942, le Reich organisa une équipe composée de techniciens imprimeurs, de graveurs de monnaie et de prisonniers issus de camps de concentration, ayant une expérience en imprimerie pour produire des copies presque parfaites de billets en livres sterling. Cette fausse monnaie avait pour objectif de déstabiliser financièrement le Royaume-Uni en dévaluant sa monnaie. L'opération fut déplacée plusieurs fois et s'installa finalement dans le camp de concentration de Sachsenhausen, situé en périphérie de Berlin. Dans le plus grand secret, les prisonniers travaillaient jour et nuit avec des plaques spécialisées, du papier et des encres de haute qualité, afin d'émettre des milliers et des milliers de faux billets. Ce qui impressionne, c'est que le produit final était étonnamment authentique, au point que beaucoup de billets furent mis en circulation avec succès. Cela motiva le Reich à approfondir ce plan curieux et, en 1945, des millions de livres sterling falsifiés avaient été imprimés. Lorsque les Alliés libérèrent Sachsenhausen, le personnel des SS tenta de cacher ou de détruire le matériel d'impression. Certains billets falsifiés furent jetés dans des lacs reculés ou transportés vers différents sites. Depuis l'Allemagne, 400 millions de livres fausses furent envoyés vers la Suisse. Une somme colossale à l'époque. Après la guerre, les enquêteurs découvrirent des caches remplies de billets falsifiés,
de plaques d'impression, voire de registres administratifs dans lesquels étaient documentés les détails de production et tenus, les écritures comptables du plan, comme s'il s'agissait d'une véritable imprimerie nationale clandestine. Grâce à ces preuves, les Alliés purent dénoncer ces activités, montrant que l'Allemagne avait tenté un sabotage financier, en plus de la guerre conventionnelle. Les billets retrouvés dans les lacs autrichiens et les camions abandonnés offraient des preuves tangibles d'un projet mêlant habileté artisanale et travail forcé. L'opération Bernard est entrée dans l'histoire comme l'un des plans militaires les plus bizarres de tous les temps, bien que son succès reste aujourd'hui encore contesté. 1. Le Führerbunker de Berlin, la dernière demeure d'Hitler. La dernière entrée parmi les secrets les plus glaçants de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale nous mène sous les rues en ruine de Berlin jusqu'au Führerbunker, l'abri souterrain utilisé par Hitler et son cercle intime pendant ses dernières heures. Commandé par la hiérarchie nazie à la société Hochtief AG, ce complexe souterrain de 28 pièces fut conçu pour héberger temporairement Hitler et un petit groupe de proches. Il s'agissait davantage d'un abri anti-aérien que d'une véritable résidence. La construction progressa rapidement sous la direction de l'architecte Karl Pippenburg, avec des centaines d'ouvriers travaillant nuit et jour en 3 équipes de 8 heures, terminant l'ouvrage en quelques mois. Entre 1936 et 1944, la structure fut achevée par étapes, connectée en surface à l'ancien Reichstag et à la chancellerie allemande via des couloirs renforcés. Au début de 1945, alors que l'artillerie soviétique pilonnait Berlin, les figures du centre du pouvoir se réfugièrent dans cette madrague de béton confiné. À l'intérieur, les responsables élaboraient des stratégies, affichaient des cartes de propagande sur les murs et suivaient des divisions fictives. Les généraux transmettaient des rapports de plus en plus sombres à des dirigeants totalement déconnectés de la réalité. Pendant la bataille de Berlin, le bunker subit des bombardements continus. Bien qu'il restât pratiquement intact, l'atmosphère fut marquée par la mort, le désespoir et les ordres finaux. Fin avril, Hitler et Eva Braun se marièrent lors d'une petite cérémonie, quelques heures avant de mettre fin à leur jour. Un groupe de soldats sortit leurs corps du bunker pour les brûler dans la cour de la chancellerie. Les jours suivants, d'autres hauts dignitaires suivirent Hitler dans la mort, après avoir détruit documents et effets personnels. Lorsque les troupes soviétiques sécurisèrent la zone, elles découvrirent des couloirs vides remplis de documents brûlés et de traces de tentatives frénétiques pour effacer tout enregistrement des activités du régime nazi. Pendant des décennies, les autorités d'après-guerre démolirent des parties du bunker. Aujourd'hui, les restes se trouvent sous des appartements modernes et des parkings, avec seulement une plaque discrète indiquant l'emplacement. Bien que le site suscite un intérêt occasionnel, il demeure en grande partie inaccessible.